Qui sait, qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre dans l'évolution du cerveau humain et de la psyché humaine si le phénomène d'émission cérébrale électromagnétique d'angoisse n'était pas apparu il y a des millions d'années? Il est fort probable que l'espèce humaine ne serait pas apparue du tout, et par conséquent, aucune civilisation humaine, la civilisation de la pensée et du symbole. La peur en tant qu'anxiété met le cerveau humain dans un état d'activation constante, dans un état d'énergie accrue. Et cette énergie pourrait être utilisée pour produire quelque chose d'inédit dans la nature, pour produire des concepts et des symboles. En même temps, l'apparition du symbolisme n'était pas une telle percée que l'apparition de l'angoisse. C'est la peur en tant que l'angoisse qui est un tournant dans l'histoire de la vie sur Terre. C'est là que réside l'essence du symbolisme du travail cérébral. L'anxiété a été le premier symbole produit par le cerveau dans son ensemble. Un mystère que nous n'apprendrons jamais à connaître, et la question restera à jamais de savoir d'où vient l'impulsion de porter le cerveau des singes pré-humains à un niveau d'énergie supérieur. Était-ce une mystérieuse mutation qui déclenchait l'horloge génétique des neurones cérébraux, une horloge qui couplait tous les neurones à la même et simultanée émission électromagnétique, au départ encore une émission insensée, tout comme l'angoisse est insensée, alors l'émission qui est coordonnée, couplée, parfaitement unie, faisant de tous les cerveaux un instrument indivisible, un instrument pour émettre un symbole incessant de l'angoisse et de tous les symboles sans une fin qui est la pensée. Nous ne savons pas et nous ne saurons jamais comment c'est arrivé. Mais c'est bien qu'au moins on nomme, mais c'est bien qu'au moins on nomme ce qui s'est passé alors. Car c'est à l'époque que le premier code émis en continu par le cerveau de singe préhumain est apparu, le premier code symbolique, le code d'anxiété. Puis a commencé l'apprentissage du codage symbolique par le cerveau, non plus le cerveau du singe, mais celui de l'homme. Et l'homme primitif, tout comme l'homme moderne, modifie, étant déjà dans la petite enfance l'émission d'angoisse à code unique à l'émission de code infini de la pensée. Physiologiquement, chacune personne née avec une émission d'anxiété génétiquement déclenchée apprendra à modifier cette émission cérébrale dès le début de sa vie individuelle, de sorte qu'elle puisse signifier de plus en plus de concepts symboliques au lieu de l'émission d'anxiété à code unique. Notre cerveau apprend à émettre des ondes électromagnétiques de manière à ce que les ondes qui surviennent ne soient pas accidentelles, mais soient porteuses de symboles précisément codés, pensées, mots, sentiments. Le lecteur attentif a peut-être remarqué que j'utilise les concepts de pensée et de mots comme des concepts séparés. Cela vaut la peine de l'expliquer. Les mots sont évolutivement un concept secondaire aux pensées. Il n'est pas difficile de voir que nos pensées ne sont pas du tout produites par le cerveau avec des mots. Les mots viennent plus tard dans le processus de mise en mots des pensées. Alors, que sont les pensées si ce ne sont pas à l'origine des mots? Ici, nous arrivons à une autre preuve que les pensées ne naissent pas dans des sous-structures spécifiques du cerveau, mais sont le résultat des émissions électromagnétiques de tout le cerveau. Notre pensée, au tout début, d'une manière qui ne peut être facilement décrite, comprend toutes les perceptions cérébrales possibles. Dans les pensées, il y a des images, des sensations, le goût, le toucher, les sons et l'odeur, en un mot, toutes les fonctions cérébrales possibles. C'est pourquoi les pensées ont toujours été considérées comme quelque chose d'insaisissable, car en se concentrant sur un aspect d'entre elles, on en néglige beaucoup d'autres. Mais un tel flou des pensées, sa fonctionnalité dans le domaine de tous les sens cérébraux, prouve clairement que tout le cerveau est impliqué dans leur formation. La preuve ultime que toute la boîte cérébrale
est l'auteur des pensées et des sentiments, tout le cerveau indivisible. Alors, quand les mots apparaissent-ils dans le processus de réflexion? D'un point de vue évolutif, ce n'est qu'après que l'homme primitif a appris à coder les premiers symboles à l'aide des émissions cérébrales de manière si précise qu'un échange symbolique avec l'environnement a pu avoir lieu. Un tel échange ne pouvait avoir lieu que lorsque le cri et les sons spontanés émis par le peuple devenaient des cris strictement codifiés et que les émissions sonores attribuées au concept correspondant devenaient leur symbole. Les mots ont été créés dans le but de communiquer avec l'environnement. Mais la réflexion était bien avant ça. Et les mots sont en fait produits dans des sous-structures bien définies du cerveau. Mais les pensées, n'est-ce pas, ce ne sont que des lieux où les pensées sont traduites dans le langage de la communication avec l'environnement, c'est-à-dire en mots. Nous savons tous très bien que nous n'avons pas besoin d'utiliser ce traducteur de pensée lorsque nous pensons, c'est-à-dire lorsque nous nous parlons à nous-mêmes. Nous ne pensons pas avec des mots. La neurologie a déjà reconnu les endroits où les pensées sont traduites en mots. Ce sont les zones du cerveau responsables de la parole et de la compréhension de la parole. Tout dommage à eux rend impossible la traduction des pensées en mots, mais la réflexion se poursuit sans entrave. Ceci est une autre, la troisième preuve que la pensée n'est pas un produit de sous-structure cérébrale, mais l'effet des émissions électromagnétiques de tout le cerveau. Le chemin de l'échange symbolique avec l'environnement est le suivant. Le cerveau entier, dans une émission d'ondes électromagnétiques précises, génère une pensée. Après viennent les sous-structures cérébrales chargées de traduire les pensées dans la parole. Après, les régions de discours aplatissent la pensée à la dimension des mots. Après, le larynx et la bouche génèrent la forme sonore des mots. Après, le second communicateur reçoit la forme sonore des mots à l'aide de l'organe auditif qui transforme la forme sonore des mots en forme d'impulsion électromagnétique. Après, les zones cérébrales de la compréhension auditive et vocale, c'est-à-dire les sous-structures du cerveau chargées de traduire les mots en pensée, traduisent l'impulsion électromagnétique qui code les mots en pensée. Et après, l'ensemble du cerveau génère une pensée en réponse au message reçu de l'échange symbolique avec l'environnement. C'est ainsi que nous avons prouvé que l'anxiété et les pensées sont en fait les mêmes. Les pensées parlent évolutivement d'une nouvelle forme d'angoisse. Le mécanisme de leur formation est presque identique. Les deux sont dus aux émissions d'ondes électromagnétiques du cerveau dans son ensemble. La différence la plus importante entre l'anxiété et les pensées est que les émissions d'anxiété cérébrale se produisent spontanément et sans le savoir. À la suite de la mutation des gènes de la peur il y a plusieurs dizaines de millions d'années, le cerveau émet des ondes électromagnétiques de la même manière que lorsqu'un individu éprouve la peur d'un danger connu. En raison de la mutation, le cerveau humain et le seul cerveau humain émettent des ondes électromagnétiques comme s'il éprouvait la peur d'un danger connu, et pourtant il n'y a pas de danger. Cette étrange mutation dans les gènes de la peur a donc déclenché le premier événement symbolique de la nature.